retrouver ce matin, mes amis. Donc aujourd'hui, dans cette matinale, nous allons tout de suite vous donner le sommaire des thématiques donc retenues pour vous et rien que pour vous. Mais avant, on va dire bonjour à Amel qui est bien installée et qui va dans un moment nous offrir les nouvelles du ciel, donc avec tous les détails nécessaires pour connaître un petit peu le temps qui va sévir en cette journée. Donc ravi de vous retrouver, excellent réveil à tous, je le disais. Donc Canal Algérie continue de contribuer à cet effort solidaire, cet élan donc, qui se concrétise par des initiatives louables ici et là durant tout un mois qu'on qualifie d'octobre rose. Donc les initiatives se multiplient. Aujourd'hui, gros plan sur l'une d'elles, donc qui a permis justement de découvrir et de comprendre au mieux le rôle du sport dans la prise en charge du cancer du sein et du cancer de manière générale. C'était hier au niveau du terrain de golf d'Alger et bien sûr nos invités vont témoigner de ce regroupement ô combien intéressant à mettre en relief. Dans notre émission, nous aurons aussi l'occasion de parler d'art à travers une très belle exposition donc abritée actuellement par l'office de Riyad El Feth, dont les Cimaises accueillent les œuvres de 3 artistes. Donc il s'agit de Abdelrahman Kahlen, également Samia Cheloufi, mais aussi Mohamed Salah Bara, donc qui ont choisi donc d'unir leur palette, l'espace de cette exposition, donc avec des couleurs, vous allez voir, qui se rapprochent, et puis aussi des pensées qui les unissent. Ce sera donc Confluence, donc cette exposition dont on parlera notamment avec Samia Cheloufi ce matin. Et puis nous terminerons avec l'école polytechnique qui réitère cette année l'organisation du Recrutec. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un salon consacré au recrutement en faveur des étudiants de l'école polytechnique et pas que. Donc pour en parler, nous aurons l'occasion de retrouver dans un petit moment les représentants du CAP, qui est le club d'activités polyvalentes de cette institution et dont les éléments très dynamiques vont nous parler de cette nouvelle organisation pour 2023. Merci d'être avec nous ce matin. Dans un petit moment, nous allons développer toutes ces thématiques, mais avant, voici les nouvelles du ciel. Elles sont signées Amal Laribi. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. En forme ce matin? Ouais, ça va, ça peut aller. Excellent, excellent, ça fait plaisir. En tout cas, de savoir que voilà, on a du punch le matin, on a envie, on entame la journée, de passer, on entame la journée avec la bonne humeur, la musique, avec vous, Inch'Allah. Très souvent. Inch'Allah, Inch'Allah, oui. Effectivement. Donc, mais bon, bien sûr, ce qui nous aide à bien passer la journée, c'est de savoir comment on doit s'habiller, comment on doit faire pendant la journée, s'il faut prévoir une petite veste, un petit parapluie. Surtout le matin, oui, une petite veste, oui. Voilà. Alors, qu'en est-il justement de cette journée? Allons-y. Bonjour, merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on aura de la brume matinale, cette fois-ci, sur les côtes, centre et est. Puis le ciel restera dégagé, un peu nuageux. Par contre, à l'ouest, on aura des passages nuageux avec des orages, cette fois-ci, sur les hauts plateaux ouest qui peuvent donner quelques pluies par endroits durant l'après-midi. La moitié sud connaîtra un ciel souvent voilé vers le Gartassili, le Sahara central et le Sahara oriental, avec des orages qui peuvent aussi engendrer quelques pluies. Cette fois-ci, le Gartassili, également le Sahara central, un ciel aussi voilé du Bécharoua vers le Nord Sahara, avec une tendance orageuse vers le Bécharoua, et à noter des zones de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Bécharoua. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 30 degrés du côté de Tlemcen, Tizi Ouzou à Naba, 29 Alger, 28 degrés à Oran, également Constantine, Batna, 25 degrés à Djelfa, 24 à Al-Bayad, 26 Rolizane, Ain Defla. La moitié sud, eh bien, 30 degrés du côté de Tamanrasset, 29 Bécha, 31 Gardaya, 32 Biskra, 35 Tindouf, Ilisi, 37 Adrarin Salah et enfin le maximum cette fois-ci vers l'extrême sud et plus exactement Bolj Bedi Mourtar avec 39 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt
peu agité sur les côtes est, agité sur les côtes ouest et centre avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est et 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur sud-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci du côté de l'Asie où le temps restera plutôt partiellement voilé à Pékin, également Dhaka. Des passages nuageux vers New Delhi, également Singapour, Jakarta, des pluies attendues vers Tokyo, Manille, Colombo et Bangkok. Le mercure affichera 23 degrés à Pékin, 20 degrés à Tokyo, 25 Hong Kong, 33 à Bangkok, 28 à Colombo, 37 le maximum à Jakarta en passant par les 35 degrés du côté de New Delhi. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, on démarre notre émission avec, comme d'accoutumé, une pensée pieuse pour nos amis palestiniens qui vivent l'horreur actuellement dans la bande de Gaza. Gaza, donc c'est vraiment Exactement. cette prison à ciel ouvert, donc dont les habitants vivent l'horreur actuellement. Ouais. On ne peut pas rester insensible à tout ça. Impossible, impossible. Quand on voit les images, franchement, il n'y a pas de mots. Hein. Franchement, il n'y a pas de mots. Moi, j'arrive pas à trouver des mots pour leur je sais pas moi, pour être solidaire. Mais ce qui est sûr, c'est que nos prières sont là. Exactement. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont sincères et elles sont vraiment en faveur d'une accalmie de cette escalade vraiment de violence que subissent les enfants, les mères, les jeunes et les moins jeunes. Le peuple palestinien en général. Oui, hein. absolument. Donc, le peuple palestinien, voilà. ouais. Donc notre devoir, c'est d'abord ces prières, mais aussi cette pensée très forte et aussi cet accompagnement. Et on espère vraiment que les choses s'arrangent et puis que la terreur s'atténue. En tout cas, hymne à la Palestine occupée ce matin dans Bonjour d'Algérie. Ce sera donc juste après que l'on retrouvera nos invités. Mais tout de suite, écoutons cette très belle chanson. Avec le peuple palestinien seulement, mais aussi avec toutes ces personnes qui souffrent de cancer essentiellement. Nous sommes en plein mois d'octobre et le mois d'octobre a été consacré depuis pas mal d'années à la sensibilisation au cancer du sein. Donc la femme, mais aussi l'homme, on en parlera tout de suite avec notamment notre invité qui vient de s'installer. Il s'agit de Madame Meriem Amman, qui est coach sportif. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour d'Algérie. Merci pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous, en tout cas, surtout qu'on a cette tradition dans Bonjour d'Algérie de mettre en valeur toutes les belles initiatives à l'image de la vôtre. Donc vous êtes à l'origine d'une très belle idée. Merci. Et d'un très beau regroupement. On va en parler ce matin. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. Et notre but aussi, c'est la sensibilisation et surtout accompagner la femme, aider la femme, booster la femme, motiver la femme pour qu'elle s'entretienne et pour qu'elle soit épanouie dans sa vie. Absolument. La femme, de manière générale, a besoin de tout ça parce que c'est vrai qu'elle est maman, en fait, elle accomplit beaucoup de tâches en une journée. En fait, absolument. Si on devait payer une femme, on la paierait gracieusement normalement. Absolument. Parce qu'elle occupe plusieurs postes dans la famille. Tout à fait. Et pour qu'elle soit, pour qu'elle soit bonne dans tout ce qu'elle fait, pour qu'elle donne le mieux d'elle-même, il faut qu'elle commence par elle-même. Il faut qu'elle-même, d'abord, elle soit bien dans sa peau et dans sa tête et tout ça. Et à partir de là, elle va donner tout l'amour, elle va donner toute l'affection, elle va tout donner à tout son entourage. Très bien. Donc hier, vous avez choisi d'être aux côtés de femmes en particulier atteintes de cancer, n'est-ce pas? Et le regroupement qui a eu lieu au niveau du complexe de golf, donc on dira d'Alger,
a été plus qu'une réussite, n'est-ce pas? Absolument, c'était génial, c'était une très très belle réussite. Nous avons beaucoup travaillé sur ce projet. En fait, on fait de la sensibilisation et on fait ce genre d'événement depuis un moment parce qu'on voulait en fait reproduire tout ce qu'on fait sur le monde virtuel, sur les réseaux sociaux. On voulait le faire en réalité, c'est-à-dire dans la vraie vie. Et là, comme ça tombait dans le mois d'octobre et le mois rose, le mois de la sensibilisation, donc nous avons choisi ce thème qui est la sensibilisation contre le cancer du sein. Pour faire notre événement autour de ça. Bien sûr, il y a toujours du sport parce que la base de cet événement, c'est le sport, c'est la motivation. Et là, c'était ça. Donc, on a profité pour faire de la sensibilisation. J'imagine, hein, Voilà. j'imagine que le sport joue un rôle pour la santé de l'être humain de manière générale. Mais qu'en est-il du cancer en particulier? Quel est l'impact du sport ou d'une activité sportive, aussi simple soit-elle? Alors, le sport, pour moi, c'est une prévention. C'est une prévention au quotidien. Le sport, c'est la santé. D'accord, il y a des maladies qu'on ne peut pas vraiment prévenir, mais le sport aide beaucoup. Si ce n'est pas sur le côté physique, et j'en suis sûre que ça aide beaucoup, c'est pour le mental aussi, pour la santé mentale. Donc, pour moi, c'est le meilleur médicament, c'est la meilleure prévention et c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour nous-mêmes et pour notre santé. C'est vrai que le sport élimine un petit peu le stress et le stress est un facteur aggravant pour ce qui relève des cancers ou il est déclencheur pour certaines, situations. Oui, absolument, tout à fait. Le sport, on dit sport et alimentation. Ces deux choses-là marchent ensemble, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on dit alimentation, le sucre surtout, le sucre et la farine blanche, moi je dis jamais bannir, mais réduire au maximum, surtout le sucre ajouté. Tout ce qu'on ajoute dans nos aliments, ce qu'on mange, et surtout le sucre, c'est un conservateur. Donc il est partout. On ne le voit pas, mais il est partout. C'est pour ça, enfin, dans tout ce qu'on achète, les conserves et tout ça, il y est. Et c'est très connu que pour le cancer en général, il paraît que les cellules cancéreuses, elles se nourrissent du sucre. Oui. Donc, mais c'est d'où l'utilité de faire appel quand même à des spécialistes. Il n'y a pas eu que le volet sportif dans cette rencontre d'hier. Non, justement. Voilà, c'est qui pour ça. a pris part à vos côtés à cet effort de sensibilisation? Oui, donc mes amis qui sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Donc on a Madame Mayouche, elle est gynécologue, bien sûr, donc elle a parlé de ça, le cancer du sein et la prévention. Et justement, un dépistage précoce peut très très bien prévenir cette maladie. Aussi donc la santé mentale bien sûr avec la psychologue Sabrina Mokran. Et parce que l'accompagnement psychologique aussi dans toutes les maladies, il est primordial, il est très très important. Et aussi la nutritionniste, donc le médecin, mon amie Linda. Donc aussi, elle a parlé de la nutrition, ce qui est très très important. Ce qu'on mange, en fait, notre assiette, elle reflète vraiment qui on est et l'état de notre santé. Et bien sûr, le docteur Zakaria, qui est endocrinologue et diabétologue. Et je ne peux pas oublier, elle n'est pas médecin, Zhor, mais c'est elle qui a tout fait, elle a tout organisé. Et surtout, elle a préparé un repas sain avec des produits sains, des produits qu'elle a été acheté dans le marché aussi pour préparer un truc sain. On est resté aussi dans l'écologie, tout ce qu'on a fait, donc emballage et tout, c'était à base de carton et bois. Donc on a tout fait pour rester dans le thème santé, prévention et tout ça. Voilà, donc un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi ce que prônent un petit peu les coachs de manière générale. Tout à fait. Et donc il y a eu, j'imagine, une activité sportive, c'est indéniable. Hein. Ouais, absolument, oui. Et les femmes, elles étaient très nombreuses, elles sont venues nombreuses et elles ont toutes bougé. On a bougé pendant 1 heure, on s'est amusé et j'en suis certaine
que pour beaucoup d'entre elles, ça a été le déclenchement hier et j'en suis sûre qu'elles vont repartir conscientes et elles vont faire du sport et elles vont faire très attention à ce qu'elles mangent aussi. Oui, le cadre choisi est très agréable. Donc ce terrain de golf, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très agréable. C'est verdoyant, il y a des arbres, il y a des espaces où on peut vraiment bien respirer l'air frais. Ça aide beaucoup à l'endroit, surtout être à l'extérieur. Pour un tel événement, il est important d'être à l'extérieur, dans un cadre agréable, naturel, la verdure et tout. C'était très, très sympa. Et un cadre pareil, un cadre aussi idyllique, désinhibe en général. C'est-à-dire que même si on est timide, dans un cadre pareil avec autant de personnes charmantes et avenantes, on a tendance à s'ouvrir. Et c'est ce qui fut le cas pour certaines personnes qui ont témoigné de leur expérience face au cancer du sein, n'est-ce pas? Absolument, c'était très apaisant. Ah oui, j'avais oublié en fait, il y avait des personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Il y en a qui sont dans la phase traitement, il y en a qui sont dans la phase rémission. Elles ont témoigné, c'était des témoignages très pertinents, très touchants, vraiment. Et il y en a une qui avait dit je remercie le cancer parce qu'il m'a réveillée et maintenant je connais la valeur de moi-même. Et donc à partir de là, moi je dirais on n'attend pas à ce qu'on soit malade pour se réveiller. C'est un très beau message à toutes les femmes qui étaient là. Donc prenez soin de vous dès maintenant. C'est un quotidien. C'est une routine à installer. Au quotidien, exactement. Il y a des routines à installer pour soi, effectivement. Voilà, on n'attend pas à ce que les médecins nous disent « Oh, vous êtes malade, allez faire du sport, faites attention à ce que vous mangez. » Il faut qu'on soit consciente, il faut qu'on fasse attention tous les jours, tous les jours. Je ne dis jamais ne pas manger ou éliminer tout, mais c'est la modération. Il faut être très raisonnable, se faire plaisir de temps en temps. Nous avons tous des envies, des plaisirs, mais il faut pas que ça soit trop, il faut pas que ça soit tous les jours, tous les jours. Ce qui est quand même assez marrant, c'est que c'est une maladie qui a aussi réveillé en vous un déclic pour pouvoir communiquer sur la toile aussi souvent. Parce que depuis l'avènement de la Covid-19, vous vous êtes mis à transmettre toute cette belle énergie à travers en ligne en fait. Oui, justement, c'est ça le but. En fait, on a commencé pendant le confinement, on était tous enfermés, donc chacun essayait de se rendre utile. Et moi, genre enfermée dans une maison, je ne me voyais pas du tout. S'il n'y avait pas le sport, j'aurais, je ne sais pas. C'est la dépression. Absolument, être loin en plus, pas pouvoir venir voir sa famille et tout. Donc on a commencé à faire chacun dans son domaine, faire du sport régulièrement. Il y a des femmes, pendant le confinement, elles ont commencé avec moi, elles n'avaient jamais fait du sport. Et aujourd'hui, leur vie a changé. Maintenant, elles en font tous les jours. Et c'est magnifique. C'est bien, c'est tout un bouleversement de la vie. C'est une très, très belle réussite pour moi, oui. Donc, tout ce qu'on faisait, tous les lives qu'on faisait pendant le confinement, maintenant, on a envie de le traduire dans la vie réelle. En présentiel. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, par exemple, pour le cas du cancer du sein, rien ne vaut une présence, j'imagine. C'est beaucoup plus chaleureux. On peut, une petite accolade, on peut prendre quelqu'un qui a du chagrin dans ses bras, on peut sourire ensemble, on peut s'amuser ensemble. C'est beau quand même. Avec 2-3 mots, on peut réconforter une personne, on peut réveiller une personne, on peut comment dirais-je, faire le déclic à cette personne et ça peut changer des vies. Donc, moi, je trouve que je suis très, très contente, je suis très heureuse par l'événement d'hier. C'était vraiment excellent. En tout cas, il y avait l'équipe de Canal Algérie. Ils ont fait une couverture. Merci beaucoup. Donc, j'imagine... On verra les images certainement les jours suivants. Donc, on pourra voir toutes ces belles images, toute cette belle énergie que vous avez réussi à créer dans ce lieu idyllique. Et puis, voilà. Et puis, il faut dire aussi que vous étiez tellement motivés que vous êtes arrivés le matin et vous avez pris part à cette locomotive. J'ai fait un vol du Canada. Vous n'habitez pas actuellement en Algérie. Oui, je suis arrivée à 5 h du matin, mais tellement j'étais excitée, tellement j'étais contente. Même si j'avais essayé de dormir, j'aurais pas pu. Donc, oui, non, ça c'était magnifique. L'événement s'est déroulé sur toute une journée? Ça a été non, l'après-midi, tout un après-midi jusqu'à 17 h. Voilà.
Et donc voilà, on a créé ce groupe Fit and Joy. Oui. On essaiera donc d'avancer, on aimerait, si on est l'Algérie en fait, aller partout, aller toucher les femmes, les sensibiliser et tout, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont accès à l'information aujourd'hui, aux réseaux sociaux. Donc on aimerait bien aller vers elles, surtout ces personnes qui ont besoin de nous et qui n'arrivent pas à avoir l'information. Donc Inch'Allah, on essaiera de faire ça un peu partout. Après l'événement d'hier, j'imagine que vous allez recevoir beaucoup d'invitations. Inch'Allah, Peut-être. Inch'Allah, avec plaisir. Fit and Joy, on va s'arrêter sur ce sobriquet, c'est pas mal. Qui a choisi le nom? C'est Zohor, en fait. Zohor, d'accord. Zohor, c'est elle. Zohor, on vous salue. Bravo. Voilà. C'est très bien trouvé parce qu'il y a de la joie de vivre dedans. Exactement. Je sais On ne veut pas pas être dans la ça inspire tristesse. l'espoir. On veut la joie, justement. Et franchement, le cancer du sein, c'est pas fatal. Nous, dès qu'on entend cancer, ça y est, on pense à la mort, ça y est, la déprime et tout. Alors que c'est... on peut très bien guérir de cette maladie. On peut en guérir, mais s'il fait autant peur, c'est que les chiffres sont alarmants dans la mesure où c'est vraiment le cancer qui tue le plus de femmes en Algérie. Oui, c'est pour ça que ça fait peur. Oui, par négligence surtout. Tout à fait. Parce que s'il est dépisté à temps, on peut très bien le soigner. Et comme elle a dit notre médecin gynécologue hier, en fait, l'autopalpation, il faut pas hésiter. On apprend à nos enfants, filles et nous-mêmes, il faut se toucher, il faut, voilà, parce que détecter un truc étrange dans notre corps, ça va nous susciter à aller voir un médecin et à partir de là, donc détecter s'il y a quelque chose de mal et pouvoir le traiter. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la femme, mais l'homme aussi est touché par le cancer du sein parfois. C'est vrai que les cas sont beaucoup plus rares et assez quand même, c'est assez particulier. Mais c'est vrai, hommes et femmes ont ce devoir de prendre soin d'eux et de se prendre en charge par rapport à ce dépistage précoce que vous vous désignez à chaque fois. Et c'est vrai que est-ce que hier vous avez pu motiver des personnes qui étaient peut-être en retrait? Comment ça s'est passé? Absolument. Alors écoutez, hier, la tranche d'âge, elle était peut-être de 18 ans jusqu'à 70 ans. Il y avait plusieurs femmes qui avaient entre 60 ans et 70 ans. Elles sont venues et elles ont fait du sport. Elles étaient heureuses, elles étaient contentes. Tout le monde a participé. Il n'y avait pas une personne qui est venue juste regarder de loin ou... elles ont toutes participé, elles étaient très contentes et ça c'est génial. On souhaite en tout cas beaucoup de belles initiatives comme celle-ci. J'espère que vous allez continuer. Voilà, et que Fit and Joy, c'est ça? Fit and Joy, ce groupe de femmes très dynamique va pouvoir encore stimuler et créer donc un effet boule de neige. Inch'Allah, oui, on aimerait tant. Et j'aimerais remercier le sponsor FNH parce que une organisation comme ça demande beaucoup de moyens. De moyens, exactement. Donc ils ont cru en nous et nous ont soutenus et ils ont proposé. On remercie en tout cas tous les mécènes qui ont la main sur le cœur et qui aiment vraiment aider les personnes en détresse. Sans aucun retour, surtout dans des trucs comme ça, des événements comme ça. Mariam Mahaman, donc je rappelle que vous êtes coach sportif et que vous avez témoigné de cette belle initiative et on vous remercie pour ça. Merci. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuité à tous ces efforts. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux toujours, Inch'Allah. Voilà. Vous disiez que le sport contribuait efficacement justement à la prise en charge du cancer ou aussi à la prévention au cancer. En tout cas, nombreuses sont les associations qui insistent là-dessus, à l'image de l'association Al-Badr qui a organisé du côté de Blida une très belle randonnée pédestre en faveur des femmes atteintes de cancer. Donc toute une belle synergie était sur place et Fadia El-Hamdi, notre reporter, a recueilli les images de cette belle rencontre que voici en images tout de suite. Très bien. La randonnée dure 2 heures. Il faut grimper, escalader sans jamais céder à la fatigue. Et une fois au sommet, c'est forcément une grande fierté que ces femmes ressentent. Une ascension pleine de courage et d'espoir. On fait cette randonnée en solidarité avec nos malades. Donc le cancer du sein, il touche la majorité
Enfin, c'est le cancer le plus répandu en Algérie pour les femmes. Notre but, c'est de casser le mur de cette idée que le cancer, c'est un tabou. On veut arrêter ça d'un côté parce que plus qu'on sait sur le cancer, plus qu'on peut le prévenir. Comme le cancer du sein, on a le dépistage précoce, la mammographie, l'autopalpation. Plus que les gens savent sur ça, ils peuvent prévenir le cancer du sein et ne pas atteindre des états critiques comme l'ablation et tout. C'est dans cette dynamique et comme à son accoutumée que l'association Al-Badr d'aide aux cancéreux de Blida a organisé une randonnée pédestre à Shri'a, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de femmes au dépistage précoce de cette maladie. La randonnée, elle symbolise le parcours du malade. Donc effectivement, il y a quelques malades avec nous, mais on ne les torture pas parce qu'elle fait 7 km. Donc on leur laisse le choix, ou ils marchent avec nous, ou ils sont dans un bus. Mais l'essentiel, c'est qu'ils se sentent accompagnés. Et il y a des centaines de bénévoles qui viennent avec nous, qui accompagnent ces malades, qui discutent avec eux, et qui sont eux-mêmes, et elles-mêmes surtout, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, filles aussi, qui sont sensibilisés sur le diagnostic précoce du cancer du sein. C'est extrêmement important, ce message peine à passer. Un programme spécial a été dédié à cette noble cause. ما كنتش عارفه كان عندي حتى سين بلي جو سوي مالاد حتى درت تاع الشهر الوردي وحضرت ماموغرافي ومن بعد اكتشفت بلي عندي المرض ما كان عندي حتى اوكان سين سيتي ان كوشمار بور موا او ديبي بروميير سيمان هكاك ومن بعد جي افرونتي لا مالادي والحمد لله كيما نقولوا قدرت نتغلب وتقبلت لا مالادي تاعي. Madame Bacha, atteinte du cancer du sein, a participé à cette randonnée afin de partager des moments d'échange et de dépassement de soi. Elle nous en parle de cette maladie et de son combat depuis 2012. Chaque femme doit faire un dépistage et que un dépistage finalement il y a 12 ans de ça où ça boulait avec nos nodule et c'est le parcours du combattant parce qu'il y a 12 ans il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a en ce moment. Alhamdoulilah, oui, c'était le plus pénible, c'était la chimio. J'étais très courageuse. Je me suis dit ماشي المرض اللي راح يديني الآجل. C'est pas là. Donc j'étais très très courageuse. J'ai fait avec le parcours du combattant بلا ما نقول لولادي كامل حتى l'opération. Mon mari était au courant. Mais alhamdoulilah. Comme tous les ans, Octobre Rose est une occasion de mettre en avant la lutte contre le cancer du sein à travers des événements destinés en majorité aux femmes et qui met en avant la pratique du sport pour permettre la guérison. Je souhaite un prompt rétablissement à toutes celles qui souffrent encore de cette maladie sournoise qui atteint la femme au plus haut point et puis qui est la cause de mortalité la plus élevée chez la femme, chez nous. Et donc, on va en parler certainement les prochains jours, mais là, on ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre, cette fois-ci pour parler des sciences et de recrutement. Et essentiellement donc avec les représentantes du club d'activités polyvalentes de l'école polytechnique d'Alger. Donc on est ravis de recevoir justement Lina Ommelrar, pardon, juste voilà, comment Ben Ommelrar, voilà. Donc Lina Ben Ommelrar, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ben, on est ravis de te recevoir ce matin ainsi qu'Ibtissam. Donc, Ibtissam Amran, oui. C'est ça. Ibtissam Amran et Lina ici présentes donc, ont beaucoup de points communs. D'accord. Elles fréquentent la même école. Le même club. Le même club. Elles sont en deuxième année préparatoire, n'est-ce pas? Et puis aussi, elles sont très actives dans tout ce qui relève de l'action caritative au sein de leur club, c'est ça? Exactement. Donc ça vous fait beaucoup de points communs. Mais est-ce que vous êtes amies dans la vie? Oui. Ben voilà, ça fait un encore de plus. Et donc on est ravis en tout cas de vous recevoir. Vous représentez donc vos amis du club CAP, comme on dit. Et si vous êtes là, c'est pour parler d'un événement
à venir, donc qui se préparent et qui se profilent donc donc en tout cas le mois d'octobre. Hein. Oui. C'est ça. Donc de quoi s'agit-il, Lina? Recruitech, c'est un salon de recrutement. C'est le premier salon de recrutement dans le domaine technique. Il est pour sa 2e édition. Il va être le 26 octobre à l'École nationale polytechnique d'Alger, Falhalaj. Voilà. Très bien. Donc Ebtissem a participé à tout l'effort de communication donc lié à cet événement parce qu'on travaille en amont, on est des fourmis, hein, nous. Oui. Donc, et vous aussi, donc vous êtes ces fourmis et qui veillent au grain pour que l'information soit diffusée. Alors par quel biais, vous avez quel support de communication actuellement pour que l'information soit diffusée? Alors comme notre présence aujourd'hui sur le plateau télé, on a aussi notre page Instagram cap.emp. On a aussi notre page LinkedIn pour illustrer l'événement. Et on a également notre page Facebook CAP. D'accord. Donc c'est avec des affiches, des vidéos explicatives que vous pouvez retrouver sur nos comptes. Et aussi des affiches aussi explicatives. Donc, voilà tout un arsenal d'outils de communication, des affiches, des flyers, etc. concoctés par les éléments de l'école. En tout cas, c'est bien ça. Eh ben, tout le monde donne son avis ou alors c'est la chasse gardée d'un groupe en particulier? Non, pas du tout. C'est une très très grande équipe organisatrice. Chacun donne son avis, chacun laisse sa trace dans cet événement et puis voilà. Voilà. Recruitech de l'année dernière, vous y étiez les filles? Personnellement, non. Non, et Ebtissem non plus. Donc je vois un petit peu l'enthousiasme dans vos yeux parce que on a dû vous montrer des photos, on a dû vous raconter. Oui, voilà, c'est quand même un grand événement. C'est l'un des événements phares depuis maintenant une année parce que c'est seulement sa deuxième édition. Effectivement. Et la première édition a été couronnée de succès, donc on n'a pas hésité à le refaire. Eh ben, excellent, en tout cas. Voilà, c'est dans quel objectif que cet événement a été monté, organisé? Donc bien sûr, c'est une opportunité pour les fraîchement diplômés, pour même les étudiants, pour retrouver des opportunités de stage ou même de projets de fin d'études. Donc c'est vraiment une réunion de toutes les entreprises nationales, multinationales, des startups et des centres de recherche également, dans un seul endroit. Donc ça facilite beaucoup la recherche de stages et de recrutement, etc. J'imagine. Et pour accompagner justement toutes ces personnes qui vont être là en attente d'une belle opportunité, vous avez donc opté pour des outils d'accompagnement. Oui, on va organiser la journée des workshops. Ce sera pour le samedi le 21 octobre à l'École nationale polytechnique. Ça va être comment rédiger son CV, comment améliorer son profil LinkedIn et simulation d'entretien. Et aussi, on va organiser une formation en ligne et un live de partage d'expérience sur nos réseaux sociaux. Très bien. Donc, formation dans quel domaine en particulier? La formation pour... c'est comment attirer le recruteur. Oui, d'accord, très bien. Comment donc faire face à un entretien, par exemple, comment se vendre face à une concurrence, parce que vous serez nombreux et chacun de vous aura envie qu'on le voit sous son meilleur jour, j'imagine. C'est surtout pour ne pas les envoyer juste comme ça entre des entreprises. C'est pour les initier au monde du travail d'abord, puis après pour faire en sorte qu'ils saisissent de la meilleure façon cette opportunité. Très bien, très bien. La journée du workshop donc se déroulera avec l'aide de professionnels ou est-ce que ce sont les étudiants qui assurent? Non, ce sont des responsables en ressources humaines, de recrutement dans des entreprises nationales et multinationales en Algérie. Très bien, donc vous avez fait appel, vous avez bien fait les choses en tout cas, hein, ça va. Vous avez fait appel aux véritables spécialistes en la matière, donc voilà, en tout cas des personnes très compétentes dans le domaine des ressources humaines, c'est bien. Et donc tout a été ficelé, ça y est, vous êtes prêts pour relancer donc Recruitech? Oui, bien sûr, on est prêts, mais il reste quand même des dernières touches de communication surtout. Et voilà, c'est tout. Mais normalement, tout est prêt. On est prêt d'accueillir le maximum de personnes.
Donc, quand vous parlez d'un maximum de personnes Ibtissam, donc est-ce que cela concerne uniquement les étudiants en Polytech ou est-ce que les autres instituts peuvent aussi prendre part au Recrutech? Non, ça concerne vraiment tous les étudiants dans le domaine technique, que ce soit dans les facultés techniques ou bien dans les écoles d'ingénieurs. Donc c'est vraiment vaste, donc c'est pas limité. C'est génial. Alors Recrutech, donc se déroulera sur sur une durée d'une journée ou plus? Oui, d'une journée, ce sera le jeudi le 26 octobre, du 9h. Oui. Donc de 9h jusqu'à la fin de journée, Oui, donc il y aura ces rencontres. J'imagine qu'il y aura des chaînes comme ça, des entreprises avec plein de personnes avec plein d'espoir, armées d'espoir et de CV à la main. Et des entretiens sur place aussi. Oui. Donc ils feront leur entretien sur place. Oui, d'accord. Très bien, donc alors est-ce que vous allez préparer vos CV les filles? Personnellement, bon, on est en deuxième année prépa, donc l'année prochaine, Inch'Allah, on va avoir des stages, etc. D'accord. Donc vous essayerez un petit peu de glaner des informations et de choisir un petit peu, de guetter les entreprises qui se rapprochent un peu des thématiques que vous aimez. Oui, c'est vraiment notre accès au monde professionnel. On va se rapprocher, on va un peu voir à quoi ça ressemble ce monde et puis... Ça restera pour l'année prochaine. Non, c'est bien. Vous allez donc être de belles observatrices. Voilà. Mais vous allez certainement apprendre aussi, je veux dire, par rapport au cursus universitaire qui est un petit peu parfois fatigant ou pédant. Donc, une activité pareille, c'est aussi une bouffée d'oxygène dans vos vies, non? Oui, vraiment. Et on apprend aussi beaucoup de choses. Rien que ça. Voilà. J'imagine que ça va être une belle leçon de vie, une belle leçon pour les étudiantes que vous êtes et tous les étudiants qui prendront part à cet événement. Mais en revanche, ceux qui nous suivent ce matin ne connaissent pas assez bien donc, le CAP, ce club scientifique des plus dynamiques, donc Polytech vraiment, et voilà. Possède ce club qui est particulier, qui est très dynamique, qui organise énormément d'activités sur toute l'année. On va en parler peut-être. Oui. Alors le CAP, c'est le club d'activités polyvalentes et comme son nom l'indique, on organise vraiment de différents événements dans de différents domaines. On a par exemple des événements à but caritatif comme le Charity Festival qu'on a fait dernièrement cet été. On a aussi la section culturelle qui organise des événements de ce genre, donc Dzaïr Rihla Fizman, et la section scientifique qui organise du coup des événements dans notre domaine comme les hackathons, les compétitions de programmation, etc. Très bien, les challenges que vous lancez annuellement. Donc, on a eu l'occasion justement d'en parler dans cette émission en particulier. Et le sport, qu'en est-il? Tout à l'heure, on parlait de sport. Est-ce que le sport a sa place aussi dans le cadre? On prépare des événements sportifs et culturels. Laissons le suspense pour les découvrir sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord, on va entretenir le suspense. D'accord, Lina, il n'y a pas de souci. On va réserver tout ça à votre page qui va annoncer certainement les événements futurs. Voilà, les étudiants ne sont pas en reste de la société algérienne, très éprise, très secouée par ce qui se passe en Palestine. Qu'en est-il du mouvement estudiantin? Est-ce qu'on parle en coulisses de ce qui se passe en Palestine? Alors, on continue vraiment d'espérer la paix pour ce peuple parce que ce qui se passe est vraiment horrible. Mais c'est vrai qu'on en parle, mais on se manifeste pas principalement sur les réseaux. Mais je ne sais pas si on va le faire ou pas, parce que c'est quand même un sujet assez sensible. Tout à fait. Oui. Donc, mais bien sûr, tout le monde se sent concerné. Et puis j'imagine que les étudiants vont certainement aussi avoir de belles initiatives qui vont marquer les esprits et qui vont afficher ou exprimer leur solidarité avec le peuple razaoui qui souffre et qui vraiment passe par des moments très très difficiles. On est vraiment de tout cœur avec eux. On a été ravis de vous recevoir, mesdemoiselles. Merci. Alors je rappelle que voilà, à ma droite, c'est Ibtissam Amran, étudiante en Polytechnique, deuxième année préparatoire, c'est bien cela? Oui. Voilà. Quels sont vos espoirs par rapport au Recrutech qu'on va clore avec cette idée? Donc j'espère qu'on va
retrouver le succès comme la dernière édition. Et j'espère que toutes les personnes qui seront présentes dans l'événement, qui trouvent leur bonheur et leur chance. Inch'Allah, Inch'Allah. Lina, donc, Ben Omlgar, donc merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et Lina va nous rappeler donc, les dates et les rendez-vous phares de ce Recrutex, salon du recrutement de l'école polytechnique. D'accord. Donc la première journée, ça sera le samedi, le 21 octobre. Ça va être une journée des workshops à l'École nationale polytechnique. La deuxième journée, ça va être le jeudi 26 octobre, toujours à l'École nationale polytechnique, pour la journée du recrutement. Et pendant la semaine, on va faire une formation en ligne et un live sur nos réseaux sociaux. Voilà. Merci infiniment. Donc voilà, on vous souhaite bon vent pour tout ça et voilà, une bonne continuité à toutes ces belles initiatives. Pour ceux qui sont avec nous, donc on vous remercie pour votre attention et puis tout de suite on vous propose ce portrait signé Lamia Boudbouda qui met en valeur justement un grand homme qui a été donc à l'origine d'énormément de réalisation dans l'Algérie indépendante quant à justement des projets phares, mais aussi qui est un des militants de la première heure, un étranger. Il est d'origine autrichienne, mais il a porté l'Algérie dans son cœur et aujourd'hui on lui rend hommage à travers ce portrait signé Lamia Boudbouda qui nous parle de Mustapha Müller. Grâce à son génie, près de 4000 légionnaires ont déserté et déposé leurs armes pour laisser l'Algérie en paix. Son nom, Wilfried Müller, aussi Mustapha Müller, autrichien d'origine et algérien de cœur. Il adhéra à la cause nationale en 1954 à Paris en devenant porteur de valises. Il était traducteur au niveau de l'ALN, donc il a côtoyé les prisonniers de l'ALN, donc il a fait le travail psychologique. À la fin de la guerre de libération nationale, Mustapha Müller a réussi de faire déserter 3726 légionnaires sans toucher à l'arme et sans tirer aucune balle. Donc pour lui, il a sauvé 3726 vies quand même. Dans l'Algérie indépendante, il choisira un autre combat, celui de préserver la nature. En parfait écologiste, il sera à l'origine de la création du parc national du Durdura. Aujourd'hui, à Tigjda, cet écomusée porte son nom en hommage à son honorable combat. Elle s'est engagée dans la création de plusieurs parcs nationaux. Parmi les parcs, on trouve le parc national de Durdura, le Tassili, à titre d'exemple. Donc ici au niveau de Durdura, donc il avait une petite logistique. Donc les forêts de Bouira lui ont octroyé une maison forestière au niveau du secteur de Tigjda. Donc jusqu'à maintenant, on l'appelle Charlie Müller. Voilà, il avait à l'époque un véhicule, un carnet de bancs et 6 gardiens, donc pour gérer une superficie du parc. Combien de 18 550 hectares. Amoureux de la nature et des animaux, il contribua à la réalisation d'une trentaine de films documentaires sur la protection de la nature et des espèces végétales et animales, comme ce documentaire sur le chacal doré. Son travail au niveau des parcs nationaux était beaucoup plus rattaché à l'université, c'est la recherche. Donc à l'époque, il parlait des inventaires floristiques, faunistiques. Il a fait d'autres travaux sur les espèces rares, très rares même, ou bien endémiques de l'Algérie. Je sais bien qu'il a fait des essais de multiplication du spray de Tassili normalement. Il a apprivoisé un chacal doré, voilà. Il est toujours avec des chiens, ainsi de suite. Surtout au Tassili, il a fait beaucoup de choses. Si
Mustapha Müller, un défenseur de la liberté qui avait préféré les mots aux armes. Il a bravé la mort et les convenances pour cette terre qu'il a tant aimée jusqu'au dernier souffle de sa vie. Il sera enterré le 9 octobre 1993 à Tamen Rasset, un engagement à hauteur d'homme. Voilà, donc pour parler justement de ce héros, donc de son époque, il s'agit donc de Mustapha Müller. Nous avons été rejoints à l'instant par Yazid Mahieddine. Bonjour. Bonjour. Ça va, Yazid? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et puis Mustapha Müller, en fait, il faut rappeler que le mardi dernier au Forum El Moudjahid, il y avait un hommage particulier qui a été rendu à Mustapha Müller par l'association Mesh'al Shahid et l'association les Amis de l'Algérie, en fait. Il y a une association enfin, qui rend hommage à tous ces justes qui ont soutenu la révolution algérienne, qui sont morts pour l'Algérie. Il y a beaucoup de gens comme Fernand Yvetan, qui a été guillotiné pour la cause algérienne, pour la cause de l'indépendance. Et Mustapha Müller était aussi parmi ces militants, ces troubadours de la paix, en fait. C'est cet esprit che-guévarien qui l'ont mené de causes nobles vers d'autres causes nobles. Et par la suite, il a épousé la cause de l'écologie, de l'environnement. Il a aimé être enterré dans le Tassili. Et puis, il était par la suite, il était au ministère de la Jeunesse et des Sports, il était directeur du parc national de Durtura et du parc du Tassili, donc il était algérien à 100%. Voilà. effectivement. Et puis, hommage aussi à sa fille Rachida Müller, donc, qui fait tout aussi pour la mémoire, pour perpétuer cette mémoire de Mustapha, Allah yarhamou. Oui, absolument. Et puis rappelons que c'est lui, grâce à Reimer Holziger, qui est aussi quelqu'un qui est un militant des causes justes, ils ont réussi quand même aussi à faire évader plus de 4000 légionnaires du côté de Sidi Bel Abbas, où ils ont réussi à monter tout un réseau pour faire absolument. Voilà. Absolument, et c'est vrai que c'est mérité pour toutes ces belles actions, oui, effectivement. Donc, Yazid Mahieddine, aujourd'hui, on va parler également de la Palestine. Donc, la Palestine qui subit l'impensable actuellement, donc surtout la bande Gaza. Mais on va parler aussi de culture palestinienne ce matin. Je voulais parler de cette trajectoire de grands hommes palestiniens qui ont marqué la pensée palestinienne, et ils ont un rapport viscéral avec cette terre de la Palestine, puisque Edouard Saïd, qui est un intellectuel palestinien, est né à Al-Quds, Al-Quds ouest, Jérusalem ouest. Et ils ont été pratiquement, ils ont subi l'exil et l'errance, donc ils se sont retrouvés du jour au lendemain. Voilà, loin de leur patrie, loin de leur repère. La maison confisquée, dépossédée, et ils sont partis aux États-Unis. Ils ont vécu aux États-Unis et ils ont tout perdu en fait. Ça correspondait avec 1948, un Nakba. À l'image de milliers de Palestiniens obligés de quitter leur terre. Et c'était un déchirement, un déracinement de se retrouver du jour au lendemain hors de chez soi et de vivre l'exil. Et Edouard Saïd est retourné en 1967. C'était la première fois où il a pratiquement, il a retrouvé sa maison. Il a retrouvé la maison parentale. Et dans quel état? Ce n'est pas le cas de tout le monde, en tout cas. Beaucoup de Palestiniens n'ont pas revu leur patrie. Sa maison a été transformée l'ambassade d'une représentation chrétienne. Et c'est les chrétiens les plus ultras et ceux qui faisaient l'apologie de la confiscation, en fait. D'accord. La maison, et ça lui a fait très 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 mal.
Absolument, j'imagine. Ça lui a fait très très mal. C'est vrai qu'il a commencé à voir, puis c'était 1967, après un Nakba, c'était un Naksa, c'était la défaite, le déclin. Oui. Il a vécu en fait vraiment très très mal ce moment. Il a commencé donc à s'intéresser à cette question palestinienne. Il lui a consacré beaucoup d'ouvrages. The Question of Palestine. C'était un livre où il a parlé de la Palestine, des racines, du fait que... Parce que c'est vrai que le message sioniste actuel qui est diffusé à travers les médias étrangers, etc., est complètement dans le déni de cette entité palestinienne avant l'occupation israélienne. Voilà, les sionistes sont en train de refuser aux Palestiniens cette histoire. Oui, mais l'histoire, elle est là. On peut pas la nier, puisque je rappelle un film, je ne sais pas si tu l'as vu, un film de Michel Khalife, le Palestinien, Noces de Galilée. Je ne l'ai pas vu, Noces de Galilée. Le Noces de Galilée, il y a un symbolique vraiment. Il y avait un cheval qui s'est retrouvé sur un champ miné. C'est un cheval pur sang arabe, mais il appartenait à un Israélien. Et cet Israélien commençait à l'appeler. Il ne répondait pas. Il a fallu que le Palestinien commence à lui parler, à lui dire « Ya hala ». Et c'était là où le cheval a commencé à faire des pas et à comprendre. Donc la terre, c'est très symbolique. La terre est 100% palestinienne. Absolument. Et pas uniquement ça, parce que Edouard Saïd parle aussi de la pluralité, parce qu'il parle aussi de cet esprit d'ouverture, etc. D'ailleurs, quand il a commencé à décortiquer et à dénoncer la fabrique du mensonge occidental dans son célèbre ouvrage, L'Orientalisme, c'est dans cet ouvrage où il commence à dire comment donc l'occidentalisme, comment il a réussi à fabriquer une image qui dénigre l'autre, qui facilite en fait la domination et l'exploitation. Et par la suite, c'est devenu aujourd'hui ces grandes études du post-colonialisme. Même France Fanon était aussi quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les études post-colonialisme. Et en fait, Edouard Saïd également dans le Question of Palestine, donc il rappelle aussi que les Palestiniens où les hommes et les femmes épris de liberté et de justice devaient investir le champ médiatique occidental. Parce que dans le champ médiatique occidental, il y a en fait... il y a des... D'autres messages qui sont véhiculés. Non, il y a des opinions plurielles. Tout à fait. Donc il n'y a pas une seule opinion. Et c'est vrai que le mainstream des médias et tous les lobbies, etc., c'est vrai qu'ils sont sous domination, sous contrôle pro-israélien, avec tous les lobbies qui existent, avec l'AIPAC, avec tous ces lobbies qui façonnent l'opinion. Mais aujourd'hui, il y a quand même un retour de situation, il y a quand même une prise de conscience du peuple par rapport à cette noble question, noble cause palestinienne. Donc, et il a fallu donc... C'est une guerre des mots qui a été lancée maintenant. C'est une guerre des mots, pas seulement une guerre sur le terrain, effectivement. C'est nécessaire de placer des mots et de parler aussi du côté palestinien. Non, je voulais dire que les gourous qui façonnent l'opinion, qui cultivent le mensonge, c'est vrai que c'est les grandes boîtes, ce sont des lobbies, comme vous l'avez bien dit. Mais dans les opinions, dans les peuples, au sein des peuples, il y a quand même une prise de conscience qui dénigre On atteste ces élans de solidarité, toutes ces marches qui ont été organisées dans les différentes capitales du monde en faveur du peuple palestinien, donc, et de cette crise humanitaire qui est affreuse et abominable. Oui. En fait, il y a également, par rapport à Edouard Saïd, il est retourné je pense en 2003, il a fait un petit voyage du côté de Séville.
Et dans cette ville de Séville qui est un exemple de coexistence entre... La Séville de plusieurs religions. De religions, etc. Il s'est dit pourquoi, en fait, la Palestine n'arrive pas à proposer un modèle comme ça. Donc il a vu que la domination... Parce qu'elle l'a été, à un moment de son histoire. Oui, elle l'a été. Mais bon, il s'est dit on va pas faire du bouquin al-atlal, comme on dit, mais la réalité est faite comme ça, d'une domination, et que seule une prise de conscience des peuples peuvent contrebalancer en fait la donne. Et je voulais parler également aujourd'hui d'un grand caricaturiste palestinien, c'est Najil Ali, l'auteur du célèbre personnage Hamdallah. D'accord. Et vous voyez comment les hommes de la plume, les dessinateurs, ces intellectuels palestiniens, ils travaillaient dans le quotidien Al-Qabes. Il vivait à Londres, et en 87, il a été assassiné par le Mossad. Donc c'est Hamdallah, ce personnage qu'on voit ici, il vaut 1000 mitraillettes, il a fait un travail extraordinaire pour dénoncer la machine du mensonge, du sionisme en fait. Il a fait un travail extraordinaire, ce valeureux monsieur qui est Najil Ali, assassiné en 87. Et moi, dans les années 86-87, je lisais ce journal, le Koweïti Al-Qabes, et la première des choses, c'était la caricature. C'était la caricature. C'était la caricature. Il y a aussi aujourd'hui d'autres caricaturistes qui sont là, qu'on voit, qui dénoncent à leur manière le mainstream média, comme on voit ici, donc les deux poids, deux mesures, et puis le fait que non seulement l'arsenal de guerre, et puis l'arsenal médiatique qui vient aussi... qui bombarde Gaza à sa façon. Qui bombarde à sa façon, par le mensonge, en fait, de ne pas dire la vérité, ce qui s'est passé, d'occulter la réalité. Donc... voilà, donc je voulais revenir sur ce grand monsieur qui est Najil Ali. On voit aussi comment ces chaînes aussi bombardent de mensonges la réalité. Voilà. On parle d'enfants blessés en Israël mais on oublie toute la barbarie, toute la boucherie qui était de l'autre côté, en fait, à quelques kilomètres. Absolument, ce sont beaucoup d'enfants qui sont tombés au champ d'honneur. Et Allah yarhamhum, donc on a eu beaucoup de martyrs cette semaine à Gaza. Oui, on voit aussi des photos parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a vraiment, ils ont investi en fait les réseaux sociaux avec des images, avec des photographies. Quand on voit "The used say Palestine fight like hero", now they say hero fight like Palestinian. Donc c'est très très intéressant. On trouve beaucoup de choses. Donc il suffit de choisir et d'orienter le message dans le sens du soutien à la noble cause palestinienne. On voit ici comment, par exemple, le ghetto de Gaza. Donc on revient à la Deuxième Guerre mondiale. Et on leur balance, on leur renvoie leur propre histoire. Oui, absolument. Dans la mesure où on demande l'évacuation de Gaza, de la bande de Gaza, dans des conditions incroyables. Oui, Comment cette population privée de vivre, privée d'eau et d'électricité, va-t-elle pouvoir évacuer un État où on bombarde? Donc on bombarde sans arrêt, sous les bombardements. C'est terrible. Absolument. Donc c'est le ghetto, c'est Auschwitz aussi qui sont en train de préparer. On le voit ici, c'est terrible et on voit aussi une caricature de Netanyahou. Le tristement célèbre Netanyahou qui dans un cercle assez restreint, on continue à tuer des gens. Ça relève du génocide. Oui. Ça relève du génocide. Et puis derrière, c'est le dollar. C'est pour aussi l'industrie militaire aussi, parce que c'est pour vendre des armes. C'est ça, parce qu'il y a aussi des lobbies de l'armement qui sont très très forts.
Absolument, absolument. Donc une image, comme vous disiez, vaut 1000 balles et effectivement, ça peut être un motif justement d'éveil des consciences. Effectivement, ça peut être. Et là, très ça rappelle percutant. tout l'historique, donc Occupy Palestine, donc la déclaration de Balfour en 1917, 1948, Nakba, 1967, la défaite de la guerre de 6 Donc, jours. toutes les guerres suivies. Oui, et on se retrouve en 2023 toujours avec dans le sang. C'est une boucherie une perpétuelle boucherie. Et puis et après on voit comment c'est vraiment la caricature. Elle est, je pense, c'est Balawa, je pense en 2000. C'était récent. C'est récent, c'est en 2023. C'est vrai que le 12 octobre. Voilà. Le 12 octobre. Voilà. Oui, c'est vrai que toutes ces injustices font mal au cœur. Ça nous révolte quotidiennement de voir autant d'injustices et le poids de mesures, qui sont fort heureusement dénoncés par les artistes. Oui, là, c'est un grand caricaturiste, Latuf, aussi, qui parle enfin, enough of apartheid, enough of ethnic cleansing, enough is enough. Ouais. Ben, trop, c'est trop. Trop, c'est voilà, trop, stop. Basta, Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai que. Voilà. Oui, il faut suivre. La teuf, c'est vraiment un grand caricaturiste qui montre, et vraiment, c'est. Parce que c'est une situation d'apartheid aussi, quand on voit, quand on isole une population, quand elle est parquée dans un territoire et on passe au nettoyage ethnique, c'est de l'apartheid, voilà. Voilà, quand on emprisonne les personnes sans les juger, quand on justifie justement toutes les horreurs par une riposte on la légitime, alors qu'il y a des droits humains à respecter, qu'il y a des conventions internationales. Oui, par rapport aux droits humanitaires internationaux, il y a une photo sur des enfants. C'est terrible aussi. C'est une enfant, c'est le désarroi des enfants qui se retrouvent comme ça dans une cour et ils ont peur et ils sont terrorisés en fait. Et la photo, vraiment, elle est vraiment très, très symbolique. C'est une manière de dire on touche aux enfants, on touche à l'bara'a, à l'innocence, en fait. Voilà la photo, c'est terrible. Ouais. 60% des victimes sont des enfants actuellement à Reza. Et puis, il y a des enfants qui sont dans des... Ils sont dans la précarité, mais aussi en danger, parce que, voilà, les bombardements... Et puis, ils étaient en train de jouer. Regardez la fille derrière. Oui. Avec son masque, ils étaient en train de jouer et du coup, ils sont terrorisés par les bombardements. C'est terrible. Effectivement. Voilà. Les bombardements qui, dont les cibles sont des cibles civiles essentiellement, c'est ça qui... C'est une flagrante atteinte au droit humanitaire international. Dans des guerres, il y a les conventions de Genève. Et on ne les respecte pas. On les bafoue. On les bafoue, les conventions de Genève. Complètement. On s'attaque aux civils, on s'attaque aux enfants. Voilà. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Yazid, de nous avoir permis justement de rappeler un petit peu l'action culturelle au service justement de la dénonciation des injustices en Palestine occupée essentiellement. Oui, parce que je voulais parler un peu de la pensée palestinienne, de revenir à ce grand Edouard Saïd et Najil Ali. Il y a aussi le film projeté dans le cadre de l'émission ciné-thématique de Amir Nebesh, tiré du roman de Rassel Kanavani, qui est aussi un grand intellectuel palestinien. Absolument. C'est en fait, et puisqu'on voit sur les réseaux sociaux comme image, comme caricature, comme photographie, ça fait plaisir de voir ça et de voir cette prise de conscience et cette solidarité qui dépasse les frontières, cette solidarité qu'on retrouve dans les pays de l'Amérique latine, en Indonésie, aux États-Unis, en Europe, un peu partout, et c'est vraiment... C'est important pour les Palestiniens. Cette action a été en faveur de la levée de mutisme, justement, autour de la question palestinienne. Et voilà, j'espère en tout cas que cette chaîne humaine sera de plus en plus grande. Parce que tôt ou tard, la Palestine sera libre. Elle sera libre.
Oui, il y aura un État palestinien libre et indépendant, on le souhaite en tout cas. Et puis voilà, nous continuerons de parler peut-être de Palestine avec des artistes algériens qui prennent part actuellement à une exposition. Donc une exposition abritée par les Simez de Riyad El-Fath, l'office de Riyad El-Fath. En l'occurrence donc Abdelrahman Kahlen, Samia Cheloufi et également donc Mohamed Salah Bara. Donc une exposition dont on parlera dans un instant après cette... En fait, après ce montage poétique du très groupe beau montage poétique. Trio Djebran, avec la poésie de Mahmoud Darwish. Oui, absolument. Donc ces musiciens très engagés, donc le Trio Djebran, tout de suite, et on retrouve notre dernier invité. Merci d'être avec nous. Voilà, je vous avais promis tout à l'heure qu'on irait à la rencontre d'une artiste, talentueuse artiste. Il s'agit de Samia Cheloufi qui vient de nous rejoindre et qui expose actuellement avec un duo d'artistes. Donc il s'agit de Abdelrahman Kahlen, Mohamed Salah Bara et puis donc la nommée donc Samia Cheloufi. Bonjour. Bonjour Radia, merci infiniment pour cette invitation et puis c'est l'occasion de parler un peu de belles choses dans cette actualité qui est très triste et pénible, effectivement. Terrible. C'est-à-dire déjà en ce mois d'octobre par rapport à la lutte contre le cancer, ça c'est d'une, et puis deuxièmement à notre chère Palestine, ça c'est vraiment terrible. Oui, j'imagine en tant qu'artiste, vous n'êtes pas insensible à ce qui se passe et que voilà, vous avez envie d'accoucher des cris comme ça sur vos toiles, non ? Tout à fait. En fait, concernant la Palestine, je fais partie des peintres contemporains du musée d'art moderne en France. Et justement, je fais partie des donateurs, donatrices de toiles pour justement soutenir un projet. On espère un jour la Palestine libre pour pouvoir abriter toutes ces œuvres. Nous sommes plusieurs artistes, dont des Algériens aussi. On a offert des toiles et ça s'appelle Un musée en Palestine. Donc on espère vraiment qu'un jour toutes ces toiles, puisque la culture est très très importante, on espère vraiment pouvoir transférer tout ça en terre de Palestine. Et puis, pour l'instant, toutes ces œuvres sont abritées à l'Institut du monde arabe, entre l'Institut du monde arabe et l'UNESCO à Paris. Très bien. Voilà. Donc, je suis vraiment... je soutiens et dénonce aussi catégoriquement ce qui se passe à Gaza, occupée. Donc, voilà, dans cette prison à ciel ouvert où l'on suffoque, où l'on subit les bombardements quotidiens, effectivement, sous le silence des instances internationales. En tout cas, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui, Samia, et vous retrouvez donc le public algérois avec Confluence. Je suis très très contente. Et puis je suis aussi fière d'avoir pu exposer avec Manou Kahlen, donc Abdelrahman Kahlen et M. Ahmed Salah Bara. En fait, ça s'appelle Confluence parce que c'est vraiment une union entre nos trois univers. Et puis en même temps, Confluence, je trouve que c'est un peu plus poétique. Oui. C'est un petit peu comme une rivière et c'est confluent. J'aurais même imaginé en filigrane comme ça. Et puis nous avons trois univers où nous mettons aussi la femme en avant. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ça soit cet octobre rose aussi qui met doublement la femme à l'honneur dans son combat, sa résilience. Absolument. Au quotidien, mon Dieu. Je veux dire, il y a des cas tellement terribles aussi. Donc nous, on essaie de faire un petit plus comme ça, apporter de la couleur, de la tonicité, de la vie, des tranches de vie aussi qu'on peut peindre sur nos toiles. Et puis j'espère que c'est porteur. Tout ce que je sais, c'est que ça met de la bonne humeur. Ça on s'est rendu compte à travers les personnes qui s'étaient déplacées. Oui, parce que ce sont des palettes très, très vives, très joyeuses, très multichromes, mais qui sont un petit peu, qui se rapprochent. Alors justement, vous avez des empreintes et des palettes un petit peu qui se rapprochent tous les trois. Tout à fait, Radia. C'est pour ça que nous l'avons intitulé Confluence. C'est vraiment se réunir en fait dans nos différences aussi, parce que nous pouvons très bien reconnaître un Kahlen, un Absolument, Bara, chacun son empreinte. Aujourd'hui, chacun a sa palette, sa petite patte et tout. Donc on reconnaît, mais en même temps, on est très, comment on appelle ça, justement en confluence par rapport à la chromatique.
aussi par rapport à la femme, parce que Ahmed Salah Bara peint des femmes, c'est extraordinaire ce qu'il peint. Manu Kahlan aussi peint la femme en plus des Dédas, des Médina et des Casbah. Oui. Moi, c'est un peu les deux, mais c'est plus la femme. Voilà. La femme avec un clin d'œil quand même à cette histoire millénaire, donc vécue par l'Algérie ou l'Algérienne de manière générale. Donc cette femme est très présente chez vous. Cette femme est suggérée par ces personnages aux cheveux longs, donc qui vous ressemblent un petit peu. Non? Alors, vous savez, merci. Je prends ça comme un compliment. Elles sont la plupart, pour la plupart, elles sont brunes en tout cas. Alors, en fait, ça c'est... alors pour moi, ça a toujours été les femmes de la région de mon père, mon défunt père, père à son âme. Et c'était toujours des femmes qui étaient, vous savez, bon, mon grand-père aussi était chef d'une tribu, etc. Donc il y avait les Tekaïd, donc les femmes portaient les cheveux toujours longs, les Kholkhel, Chawiyin et compagnie. Et donc j'ai toujours gardé ça parce que j'ai baigné un peu dans ces histoires, c'était des contes de fées. Parce que ça ne se rapprochait pas du tout à la réalité d'aujourd'hui. Donc moi j'ai grandi avec, vous savez, c'est comme un peu la petite maison dans la prairie, on garde le rêve de vivre un peu tout ce qui est simple. Donc nous les femmes, enfin, dans cette région-là, c'était les cheveux longs, c'était bizarre de voir, bon maintenant il y a des femmes qui portent les cheveux courts, comme moi, ça par exemple. Très bien, tout à fait. Peut-être que les cheveux longs ne vous iraient pas, mais je veux dire, je reviens à l'époque, cette époque-là que j'ai beaucoup aimée. Et puis, on me demande souvent pourquoi il n'y a pas d'yeux. C'est très très rare que je mette des yeux. En revanche, la bouche est très présente. Il y a un cœur. C'est ça. C'est des petits cœurs, tout carrément. À fait. Oui. Alors, les yeux, parce qu'en fait, ce que j'avais dit déjà à des amis hier, vous savez, vous avez l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry, et on disait que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est vrai, mais à présent, je me rends compte au fil des années, de l'âge que je prends, je me rends compte que finalement tout le monde ment avec les yeux aujourd'hui. Donc du coup, je ne crois plus que cela reflète vraiment l'âme. D'accord. Ça, c'est ma perception à moi. Oui, mais on m'a toujours dit que les yeux, c'était le reflet de l'âme. Exactement, le miroir de l'âme, le reflet de l'âme. Mais en fait, je ne suis pas du tout d'accord aujourd'hui parce que je trouve qu'on trompe énormément, justement avec le regard, parce que tout le monde se fixe sur le regard. Par contre, donc j'en mets très rarement. Par contre, j'ai la grande bouche en cœur. Alors, le cœur qui est l'organe vraiment de générosité, c'est l'organe aussi de vie, même si les autres organes sont importants. Absolument. Et puis, on mange par la bouche, on sourit par la bouche, vraiment, un sourire, c'est rien. Et puis, c'est vraiment l'organe essentiel avec les grandes mains, ou qui sont vraiment... parce que c'est la générosité et tout. Je suis vraiment dans le partage. Je ne suis pas du tout dans le... Je ne saurais pas peindre quelque chose de triste. D'accord. Voilà. Et puis il y a une partie féerique. Vraiment, les personnages évoluent dans un univers complètement onirique. Voilà, on est transporté, on se demande à quelle époque on est, on se demande dans quel environnement on est. Et puis vous avez aussi des tranches de vie. Par exemple, La Nuit du Aîné, c'est, vous savez, revenir un peu la fille qui est toute timide comme ça, et puis assise avec plein de fleurs autour. C'est un peu kitsch à l'ancienne. Et puis vous avez toujours le pot chinois, on ne sait pas pourquoi il est toujours à côté. Dans toute maison, on a une espèce de pot chinois. Bon. Et puis il y a plein de fleurs, il y a toujours le papillon, parce que pour moi, c'est vraiment le rapporteur de la joie. Il est toujours là, il est omniprésent. Et puis il y a l'oiseau, parce que c'est vraiment, en fait, cette liberté d'aller là où je veux. Oui. Et non pas là où on me dit d'aller. Donc il y a toujours... et puis il porte toujours une espèce de couronne ou une espèce vous savez, un diadème comme ça, parce que c'est vraiment l'enfant. Enfin, l'oiseau roi. C'est vraiment celui qui décide d'aller. C'est un peu par rapport à toutes les contraintes que les femmes ont. Et qu'on puisse au moins garder cette liberté de réfléchir, d'être nous-mêmes, déjà avec nous-mêmes. Très bien. Il faut quand même répondre un peu à tout ce qui nous entoure. Donc, Samia Cheloufi, vous n'aimez pas les codes, vous n'aimez pas les conventions, vous n'aimez pas qu'on balise. Voilà, vous explorez et vous êtes complètement libre dans votre peinture. Tout à fait. C'est aussi, c'est un excellent exutoire.
mais c'est surtout tout ce qui est codé, protocolaire, tout ce qui est... je déteste, je n'arrive pas. C'est difficile, vous savez, parce que bon, ce n'est pas mon premier métier, mais je veux dire, dans mon ancienne vie, disons, professionnelle, c'est très compliqué de me plier à certaines choses, parce que aussi pour moi, ce n'est pas grave d'aller au-delà de codes, parce qu'en fait, qui a instauré les codes? C'est un espace où si vous sortez de cet espace-là, forcément vous êtes hors norme. Mais non, mais si on réfléchit, peut-être que cette norme-là peut rentrer dans cet espace-là. Pourquoi figer les choses? Voilà, et ça c'est une chose qui est vraiment en moi. Et qui se traduit à travers votre peinture. Tout à fait. Et puis il y a aussi la moulure, comme par exemple pour cette exposition, j'ai mis de la moulure qu'on mettrait normalement pour des orientalistes, j'ai voulu, non, moi j'ai fait vraiment un côté alors naïf avec moulure à l'ancienne, etc. Et je trouve que ça donne... Enfin, oui, je vais me remercier. C'est un mariage que vous appréciez voilà, et que vous rendez possible, bien que d'autres ne se le permettent pas, effectivement. Voilà, moi bon, bien sûr, tout le monde peut changer sa baguette et tout, mais je ne sais pas, ça donne un côté un peu... Vous savez, quand vous avez tout épuré comme ça, et puis à un moment donné, vous avez une toile qui est à la limite presque psychédélique en couleur, avec une moulure à l'ancienne, je trouve que c'est bien de casser un peu les... Voilà, ou alors carrément être dans un décor hyper moderne, et puis ça, une petite touche classique au milieu, ça peut toujours relever, tout est permis actuellement, effectivement. Ça de nos jours, hein. D'accord. On peut se permettre de faire quand même, on est tellement, je veux dire, dans des cases et tout que... Oui, et puis vous avez la chance d'avoir beaucoup voyagé, hein, Samia Cheloufi. Alors, j'ai beaucoup voyagé, mais voilà, vraiment, je ne beaucoup d'escales dans votre vie. Est-ce que ça vous a enrichi? Est-ce que ça a permis justement d'aller vers voilà, une expression qui un petit peu unit toutes les femmes du monde? Alors, je vais vous dire, à travers mes voyages, et en fait, ce ne sont pas que des voyages, c'est vraiment des installations. Bon, ce n'est pas le sujet de notre échange aujourd'hui, mais ayant un enfant dont les besoins sont spécifiques, je me suis retrouvée vraiment coincée, vraiment le terme coincée, par rapport au Covid, lorsque je suis partie en France pour des tests qu'on ne pouvait faire autrement. Et puis ensuite, Covid faisant, frontières fermées, donc j'ai dû inscrire mon deuxième. Mais sinon, moi, sincèrement, je resterai en Algérie. Bon, je suis de mère étrangère, mais franchement, intérieurement, même dans ma façon de me vêtir en Europe, je suis profondément algérienne. Je le revendique. Hein. Oui, j'imagine. Mais je ne me sens pas du tout moitié quelque chose d'autre. Ça se reflète tellement dans vos travaux, Samia Cheloufi. On voit cette empreinte vraiment locale ou algérienne. Vous reproduisez des scènes de vie, mais qui sont vraiment typiquement de chez nous. Hein. Oui, oui. Et puis j'aime mettre les femmes de différentes régions. Vous avez la Kabyle qui côtoie l'Algéroise, qui côtoie la tlemcenienne dans les tenues. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de spécificité chez oui parce que par rapport à mon père ou par... Non, j'aime mélanger parce que je pense que l'Algérie est assez vaste. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place aussi pour toutes ces magnifiques femmes stylisées, on dira, par la main de notre amie ici présente, Samia Cheloufi. Et puis bon, on vous a beaucoup parlé de sa peinture, on a beaucoup parlé de Confluence. Pourquoi ne pas la voir, cette exposition, tout de suite? Voilà,
c'était un petit échantillon de vos œuvres et non pas de l'exposition Confluence qu'on va découvrir parce que voilà, grâce voilà, aux amis du service reportage qui vont nous permettre justement de la dévoiler aux téléspectateurs de Canal Algérie. Mais bien sûr, dans Confluence ou dans toutes les œuvres qu'on vient de voir à l'instant, il y a une touche d'art naïf. Et est-ce que vous avez, par exemple, côtoyé ou admiré quelque part la grande artiste Baya? Alors, justement, Baya, on m'avait offert, lorsque j'étais, il y a quelques années, un livre de Baya. Je n'ai jamais voulu l'ouvrir. Parce que j'adore tout ce qui est naïf et j'ai eu peur d'être inconsciemment attirée. Vous savez, quand on peint, je ne crayonne pas, je vais aux élans. Donc, j'avais vraiment peur de... Vous savez, des fois, on aime tellement quelque chose qu'on y va quand même. Et là, par exemple, la première, celle-ci, il y a eu une première œuvre, voilà, oui, qu'on a vue. On voit justement l'oiseau. On voit l'oiseau de Baya, effectivement, Mahidine. C'est une jeune femme qui adore Baya et elle m'a dit, je voudrais vraiment avoir l'oiseau de Baya avec la femme de Samia Cheloufi. Elle voulait un mixte. Et ça, je lui dis ok, à condition vraiment de laisser ça de manière personnelle, ne pas revendre ou quoi. Et j'ai bien mis hommage à Baya parce que justement, cette grande artiste, mon Dieu, elle a marqué les 4 coins du globe, hein, franchement. Absolument. Partout. Cette année, voilà. les médias étrangers ont beaucoup parlé de Baya, Maya Mahidine. Oui, effectivement. Et par rapport à justement Baya, j'avais une personne qui m'avait contactée, qui connaissait bien, et qui m'avait dit vraiment, je vous encourage à poursuivre. Et moi, je vais vous dire, j'ai connu la grande Baya, ce monsieur m'en avait parlé, et il m'avait dit, mais vous savez, vous êtes complètement différente. Parce que moi, vous savez, à un moment donné, on va presque parler de plagiat. Et c'est quelque chose... Oui, c'est lourd. Hein, c'est lourd à porter pour un instant. C'est vrai que... Et justement, il m'a fait une petite analyse que je ne m'étais pas rendu compte parce que je ne voulais pas trop voir ce fameux livre de Baya. Et il m'avait dit, vous savez, Baya faisait des grands yeux, et pratiquement pas de bouche, vous si, c'est le contraire. Elle laissait beaucoup de blanc. Vous ne laissez pratiquement jamais de blanc. Les femmes sont de profil, elles sont de face, il n'y a pas de profil ou de 3/4 à la limite. Et Baya, malgré toute la beauté de ses œuvres, elle ne racontait pas d'histoire à l'intérieur. C'était des fragments, comme ça. Voilà, Bien sûr, son œuvre est inestimable. Hein, et moi, non, il y a toujours des histoires. Oui, vous créez un univers autour de vos personnages. Tout à fait. Et voilà, on ne se lassera jamais d'en parler, en tout cas dans Bonjour d'Algérie. Ce matin, on a été ravis de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Donc, vos œuvres sont présentes à Riyad El Fath, à la salle France Fanon, ainsi que ceux de Abdelrahman Kahlan et Ahmed Salah Bara.